Bonjour dignes fils, filles d'Afrique et du monde, c'est avec un plaisir incommensurable qu'on se retrouve une fois de plus ce matin dans le cadre de votre émission quotidienne sur For You Télévision. Il s'agit bien sûr de For You Matin qui démarre à l'instant avec une escale exclusivement réservée ce matin au Burkina Faso. Nous remettrons sur la table ce matin les événements du 30 septembre 2022 qui ont conduit bien sûr à la destitution ou alors au renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba et l'arrivée au pouvoir de cet homme, le capitaine Ibrahim Traoré. À la suite donc de ce coup d'état du 30 septembre 2022 qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré, un certain nombre de mesures dont la suspension de la constitution et les activités des partis politiques ainsi que des organisations de la société civile avaient été prises par les nouvelles autorités. Si la Constitution a été rétablie suite à l'adoption d'un acte fondamental qui autorise le capitaine Ibrahim Traoré à exercer les fonctions de chef d'État en attendant la désignation d'un président militaire ou civil lors des assises nationales à venir, la mesure de la suspension des activités des partis politiques et de la société civile n'a pas encore été levée. D'où la vive préoccupation des Nations Unies qui ont pratiquement ordonné aux nouvelles autorités d'annuler immédiatement et rapidement cette mesure arbitraire et à protéger efficacement tous les droits de l'homme du côté du Burkina Faso. Nous reviendrons largement ce matin donc sur la sortie du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le cadre de cette émission avec des intervenants qui réagiront en direct du Burkina Faso. Bonjour à tous, installez-vous confortablement. Voilà donc ce qui nous permet d'être une fois de plus des vôtres ce matin. Les articulations restent les mêmes. On parle bien sûr de la revue de presse tout à l'heure à partir de 7h30 en toute fin d'émission. Vous aurez la page culturelle qui nous sera servie par Kouichou. Le panel, vous l'aurez dans quelques instants seulement, le temps pour nous d'aller du côté de la réalisation, prendre l'information telle que traitée sur les dernières 24 heures par la rédaction centrale de For You Media. L'Afrique, connue pour ses richesses naturelles, n'a pas fini de subir toutes sortes d'exploitations et ceci au détriment de sa population. C'est le cas du Mali où la richesse du sous-sol ne profite pas assez à l'État et même aux Maliens. Ainsi, dans l'optique de pallier à cette situation, en luttant contre l'exploitation frauduleuse des ressources, le ministère des Mines, de l'Énergie, de l'Eau, avec l'appui du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et du ministère des Transports et des Infrastructures, a effectué au courant du premier semestre 2022 une mission d'envergure de contrôle sur le terrain. Si l'on s'en tient au Conseil des ministres du 5 octobre dernier, cette mission de lutte contre l'exploitation a pu démanteler respectivement dans les localités des cercles de Kangbaga, de Kenyeba, de Kong-Longdieba et Yanfolila 29 sites d'exploitation frauduleuse et suite à cela, 136 exploitants illégaux ont été interpellés et mis à la disposition de la justice. En faisant état de la grande influence d'exploitants illégaux sur les sites sillonnés, le ministère a également souligné que ces exploitants illégaux, en plus de causer d'énormes dégâts environnementaux, spolient le pays d'une quantité importante de devises. En Afrique en général, il est courant d'entendre en effet que les ressources minérales sont une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Des pays riches en ressources naturelles, comme la République démocratique du Congo, la Zambie, la Mozambique, la Mauritanie ou la Guinée, vivent un paradoxe troublant de pauvreté dans l'abondance. La Guinée, dotée de certaines des réserves de minéraux les plus convoitées de la planète, dont 40 milliards de tonnes de bauxite, la plus grande réserve du monde, plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer, des diamants, de l'or et des quantités indéterminées d'uranium. Mais 55% des 11 millions d'habitants de la Guinée vivent avec moins de 1,25 $ par jour, indique la Banque africaine de développement, en abrégé BAD. Et le pays se classe justement 178e sur 187 pays, selon l'indice de développement humain de 2013 du PNUD qui mesure justement le niveau de vie des pays.
C'est une nouvelle étape de la transition au Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno a été officiellement investi comme président de la transition le lundi 10 octobre au palais du 15 janvier. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'issue du dialogue national inclusif boycotté par une grande partie de l'opposition et de la société civile. La nouvelle charte renforce en outre ses pouvoirs. Mahamat Idriss Déby Itno sera chargé de nommer le Premier ministre et le gouvernement qu'il pourra démettre quand il le voudra. Cette charte révisée par le dialogue national inclusif et souverain lui donne également la possibilité, s'il le désire, de se présenter à la prochaine élection présidentielle malgré l'injonction contraire de l'Union africaine. Cependant, sa tâche ne sera pas facile, reconnaît un des conseillers en parlant d'un cahier de charges très volumineux et impossible à mettre en application dans les 24 prochains mois. Dans son discours d'investiture, Mahamat Idriss Déby Itno s'est fixé des priorités dont la principale est de tenir au plus vite un référendum sur la forme de l'État et de travailler autour de l'ordre constitutionnel avant la fin de la transition. Il a également promis de mettre fin aux conflits intercommunautaires, améliorer l'accès aux soins, à l'eau potable ou encore lutter contre les pénuries d'électricité. Et pour cela, il a promis de s'entourer d'un gouvernement d'union nationale. Cependant, la société civile, l'opposition et la diaspora tchadienne sont inquiètes de l'avenir politique du pays. 4 personnalités ont signé et publié lundi un communiqué évoquant les risques d'un plan de succession dynastique au Tchad. Les signataires du texte estiment que les recommandations de ce dialogue ne constituent pas une base solide pour la réconciliation nationale. Ils appellent à un retour à l'ordre constitutionnel au plus vite. Le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahmad Toli, a présidé la 3e session ordinaire du comité de pilotage de la Banque des États de l'Afrique centrale le 26 septembre 2022. La rencontre, qui s'est tenue à Yaoundé, a permis d'analyser l'évolution récente de la conjoncture économique, mais également de mettre à jour les perspectives macroéconomiques au niveau international et sous-régional. En ce qui concerne ce dernier point, l'on apprend que le rebond des activités économiques se produit en 2022 en relation principalement avec le dynamisme de tous les secteurs d'activité et l'évolution favorable des termes de l'échange de la CEMAC, ce qui a induit une croissance du taux de produit intérieur brut à un réel de 3,2% en 2022 contre 1,5% en 2021. Cette progression est essentiellement subséquente à une croissance du secteur pétrolier de plus d'1,9% en 2022 contre moins 8,2% en 2021. En effet, la bonne tenue du secteur pétrolier résulte de la hausse des prix de cette ressource du sous-sol quand on sait qu'en 2022, le cours du baril de pétrole a franchi la barre des $100, soit en total de 66 426 francs CFA. Le cours d'un baril de pétrole était en 2021 estimé à 81,55 $, soit en total 59,272 francs CFA. De quoi réjouir les économistes de la CEMAC qui sont toutes exportatrices de pétrole. Au Cameroun par exemple, les recettes pétrolières recouvrées sur les 4 premiers mois de l'année s'élèvent à 229,9 milliards de francs CFA, en hausse de 86% en glissement annuel. Consécutivement à la hausse des glissements annuels, des cours mondiaux de pétrole consécutives à la guerre russo-ukrainienne explique le document de programmation économique et budgétaire 2023-2025 de la Direction générale du budget. Comme autres critères qui ont contribué à relancer l'activité économique dans la sous-région, l'on pouvait citer le redressement du solde budgétaire, base engagement, donc compris, qui deviendrait excédentaire à 0,5% du PIB en 2022, après moins de 1,6% du PIB en 2021, et une amélioration du solde du compte au courant qui passerait de moins 0,7% du PIB en 2021 à 5,3% du PIB en 2022. Le ministre de l'Élevage et de la Santé animale, Hassan Bouda Ali, a entamé une nouvelle mission, celle de renforcer la paix, la sécurité, la cohésion sociale entre les acteurs de l'agriculture et ceux de l'élevage. À cette occasion, le ministre est revenu sur la préoccupation majeure, celle de la transhumance,
qui fait l'objet des pourparlers avec les autorités administratives et locales. Un premier temps d'arrêt qui a permis au ministre de proposer des stratégies afin de reconstruire des abattoirs détruits et mettre un penchant sur la vaccination des animaux. Par ailleurs, le membre du gouvernement a demandé aux éleveurs de faire parvenir dans les prochains jours un ravitaillement pour la ville de Bangui. Un signal fort du professeur Faustin Akange Touadéra, président de la République centrafricaine, au cours du séminaire gouvernemental qui a permis de réunir tous les membres du gouvernement au mois de septembre dernier afin de lutter contre les difficultés socio-économiques et culturelles qui plombent la République centrafricaine depuis plusieurs années. Au cœur des échanges entre les deux chefs d'État, le conflit militaire dans lequel l'Ukraine est impliquée depuis février 2022. L'objectif affiché étant de forcer la main pour une prise de position africaine vis-à-vis de ce conflit. L'Angola faisait partie des dizaines de pays africains qui se sont abstenus lors de la résolution des Nations Unies à mars condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cependant, les pays africains préfèrent adopter une position de non-alignement. Cet entretien téléphonique entre Volodymyr Zelensky et João Lourenço intervient quelques heures après la tournée africaine de Dmytro Kuleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, arrivé le 5 octobre 2022 à Abidjan et reçu par le vice-président ivoirien Thiemoko Méliès Kone et la ministre des Affaires étrangères ivoirienne Kandia Camara. Suite aux nouvelles frappes enregistrées ce 10 octobre 2022, Dmytro Kuleba a été contraint d'écourter sa visite en Afrique. Une offensive russe qui n'a laissé personne indifférent. En témoigne cette réunion virtuelle d'urgence tenue par le G7 à laquelle a pris part le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce 11 octobre 2022. Selon le dernier bilan évoqué, au moins 19 morts et 105 blessés ont pour l'heure été enregistrés. C'est dans un communiqué daté du vendredi 7 octobre dernier que le ministère sud-africain de la Justice a annoncé que Jacob Zuma a fini de purger sa peine de prison de 15 mois ferme. L'ancien président sud-africain avait été arrêté en juillet 2021 pour des faits de corruption qui lui avaient valu déjà, en 2018, de quitter le pouvoir. Il s'était refusé à toute collaboration avec la commission anticorruption du temps où il était au pouvoir. En décembre 2021, il avait tenté en vain une libération pour raison médicale, voyant sa demande contestée par un tribunal. À aujourd'hui 80 ans, cette ancienne figure de la lutte anti-apartheid compare cette fin de peine à sa sortie en 1973 de Robben Island, l'île pénitentiaire où durant 10 ans, il avait été emprisonné aux côtés de Nelson Mandela, partenaire de lutte au mythique Congrès national africain. L'ANC, qui est encore aujourd'hui secouée par des scandales de corruption, dont la plus récente, à l'endroit de l'actuel président Cyril Ramaphosa, donne la reconduction comme candidat aux élections présidentielles de 2024, sont encore à revoir. Si Jacob Zuma trahit ses intentions de retour en politique, il faudra pour cela répondre devant la justice d'une affaire de pot de vin datant de plus de 20 ans. Dans un communiqué lu à la télévision nationale le samedi 8 octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, convoque les forces vives les 14 et 15 octobre 2022 pour des assises nationales. Officiellement désigné président du Burkina Faso la semaine dernière, Ibrahim Traoré avait assuré peu après sa prise de pouvoir qu'il ne ferait qu'expédier les affaires courantes jusqu'à la désignation d'un nouveau président de transition, civil ou militaire, par des assises nationales. Ces assises qui réuniront les forces vives de la nation, au rang desquelles les représentants des forces politiques, sociales et sociétés civiles devraient déterminer notamment la durée de la transition, le président de la transition ainsi que les organes de la transition. Le président de la transition sera un civil ou un militaire. Le 8 octobre 2022, militaires et civils s'étaient rassemblés dans un camp pour rendre un dernier hommage aux militaires tombés sur la route menant à Djibo. Le terrorisme rend les choses difficiles pour le peuple burkinabé, explique cet homme. Nous sommes avec le nouveau président et nous prions que Dieu l'assiste et aussi nous cherchons des équipements et du personnel pour que nous nous en sortions.
27 soldats sont tombés à Ngasingde le 26 septembre 2022 dans l'attaque du convoi de ravitaillement de la ville de Djibo. Dans un communiqué rendu public le 2 octobre 2022, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a appelé au respect du calendrier électoral convenu avec les autorités de la dernière transition pour un retour à l'ordre constitutionnel d'ici juillet 2024. Dans une note de l'ambassade américaine au Burkina Faso, datant du 7 octobre 2022, les États-Unis d'Amérique affirment leur soutien au peuple burkinabé et s'engagent, je cite, à œuvrer à la paix, à la stabilité et à la démocratie. Selon le dit communiqué de l'ambassade américaine de Ouagadougou, le pays de l'oncle Sam se montre très froid et dit condamner les transferts de pouvoir par des moyens non constitutionnels au Burkina Faso. En saluant la disposition du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, à respecter le calendrier de transition convenu avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en juillet 2022, qui permet un retour à un pouvoir civil démocratiquement élu dans le pays. Washington appelle ainsi toutes les parties à faire preuve de retenue et à résoudre les différends de manière calme et surtout pacifique. Alors que les USA frappent du poing sur la table sur la situation au Burkina Faso, un jour avant la note américaine adressée au Burkinabé, les Français n'ont pas manqué l'occasion de déployer sur le territoire burkinabé 6 éléments du GIGN, une unité d'élite de la gendarmerie française. C'était le jeudi 6 octobre 2022, ceci en renfort à ceux déjà stationnés à Ouagadougou. À en croire leur dire, ces militaires ont pour mission d'aider à la sécurisation de l'ambassadeur et des ressortissants français au Burkina Faso. Partons du fait que les locaux des instituts français et de guéris de l'ambassade de France à Ouagadougou ont été saccagés le samedi 1er octobre 2022 par des manifestants qui accusaient l'armée française de protéger le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ayant pris leçon chez le pays voisin qu'est le Mali, et pour d'autres raisons de sécurité, la population burkinabé s'insurge contre la présence des espions français sur leur territoire. Éviter vaille que vaille la tenue d'un procès qui pourrait avoir des conséquences tant à Abidjan qu'au sein des Nations Unies, tel est le regard porté par le site d'information Baliweb au sujet des 46 mercenaires toujours en détention à Bamako. Pour le site d'information balien, la dernière mission de la CEDEAO, comprenant les présidents ghanéens, gambiens, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Togo, n'a connu d'avancée significative dans l'évolution du dossier en question. Le silence de Carpe observé par les membres de cette mission après leur audience avec le colonel Assimi Goïta en dit long sur la complexité des négociations initiales barbelées par les autorités togolaises. 3 mois après l'éclatement de ce dossier en question, l'inflexibilité des autorités de la transition malienne n'a laissé personne indifférent et préoccupe plus que jamais. Il est donc urgent de trouver rapidement une porte de sortie au principal concerné, qui n'est autre que le président Alassane Ouattara, bénéficiant jusqu'ici du soutien indéfectible de Jupiter. Le terme utilisé pour désigner l'ancienne puissance coloniale, le président ivoirien, selon Maliweb, aurait reçu un autre soutien de poids, celui du secrétaire général des Nations Unies. Ce soutien affiché par Antonio Guterres obéit à une règle, celle de transformer les victimes en coupables, là où les intérêts de certains sont en jeu. Bien au-delà de ce jeu d'alliance actuellement observé, le rôle troublant des contingents allemands n'est pas un reste. Quelle est l'implication réelle de l'Allemagne dans cette affaire? Quelles étaient exactement les missions assignées à ce commando? Déstabilisation des institutions ou acte de sabotage? À coup sûr, la thèse du complot est déjà corroborée au vu des nombreuses magouilles politico-militaires, les Nations Unies s'étant positionnées à la rescousse d'un régime au bord de l'implosion. L'état-major général de l'armée malienne a rassuré tout d'abord que les éléments de force de maintien de l'ordre déployés sur le théâtre des opérations militaires sont respectueux des conventions relatives au respect de la personne humaine. C'est pourquoi elle a indiqué que la gendarmerie a ouvert des enquêtes pour confirmer ou infirmer les allégations selon lesquelles 53 civils ont été assassinés dans le village de Gouni-Abré, dans le secteur de Bandiar-Gara. En effet, la mort présumée de 53 civils a été relevée
relayées sur les réseaux sociaux sont donnés les détails sur les présumés auteurs de ces crimes qui sont devenus monnaie courante dans la région centre et du nord du Mali. L'armée malienne, pour sa part, se dédouane de toute exaction contre les populations civiles dont elle dit vouloir assurer la sécurité des personnes et des biens. En ces termes, je cite, « Nous rassurons du professionnalisme des militaires avec l'ouverture systématique d'enquête pour tous les cas d'exactions enregistrés », rassure le communiqué de l'état-major général de l'armée. Précisons que la dernière grande opération meurtrière contre la population civile a été perpétrée par des groupes armés terroristes à Dialassagou, dans le centre de Casa, dans le cercle de Bankas. Face à cette situation et dans la lutte importante du Mali contre le terrorisme, l'armée malienne annonce avoir porté un nouveau coup dur aux groupes armés terroristes dans plusieurs localités. Elle donne d'ailleurs un bilan qui fait état de 44 terroristes neutralisés, une centaine de suspects interpellés, des bases et des plots logistiques détruits. Selon le même communiqué de l'armée, ces résultats sont le bilan des actions majeures visant à réduire la pression des terroristes. Les 44 terroristes ont été neutralisés grâce à plusieurs opérations menées dans les cercles de Ndjéné, Niono et dans la localité de Tézit, dans la zone sud, précisément dans la région de Kouliata. Un grand terroriste avait comme spécialité la logistique a été également interpellé. Toujours dans les régions du sud, en passant par le centre jusqu'au nord, l'armée annonce avoir infligé d'importants dégâts aux groupes terroristes grâce aux opérations aéroportuaires. Des véhicules, des engins de roues, des armes, des munitions et divers objets de fabrication des engins explosifs improvisés ont été détruits ou même saisis. La notification a été faite par l'ambassadeur de France, même si aucune précision sur le calendrier n'a été donnée, tout porte à croire que c'est pour fin 2022. Il s'agit de la mission logistique MISLOG qui dépend des éléments français au Gabon EFG. Les missions avaient déjà été réduites selon la France pour cause de mésentente avec Bangui sur certains points depuis 2021. L'Union européenne avait également décidé d'un gel de ces missions, mais ces décisions n'ont qu'une cause, la présence militaire russe en Centrafrique. C'est une rupture voulue et attendue par le gouvernement et le peuple après 62 ans de présence. 130 militaires français déployés en RCA vont quitter le pays, longtemps sous embargo concernant les armes. Une décision qui sonne comme un chantage au moment où l'Occident lutte contre une, je cite, influence russe en Afrique, fin de citation. Tandis que selon l'opinion publique, il est mieux d'avoir un partenaire militaire qui porte du fruit et irrite la France et l'Amérique que de pactiser avec un partenaire au piètre bilan et abandonner le peuple en danger, comme de la chair à canon. Le bilan de récupération de son territoire est nettement plus reluisant en une trentaine de jours avec le nouveau partenaire sur l'aspect sécuritaire qu'est la Russie, selon les États du pays. La mission logistique de Bangui, arrivée à son 4e mandat déployé sur le camp de Mpoko, avait pour mission d'assurer un soutien à la mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine et aux militaires français insérés au sein de la MINUSCA, mais aussi de contribuer à stabiliser la situation sécuritaire et aider les populations centrafricaines. Mission peut-être partiellement remplie, mais ici s'achève le cheminement ensemble pour de meilleures prouesses sur le plan sécuritaire en République centrafricaine. Organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et Business France, ce forum a pour but de solidifier les relations qui existent entre Paris et Alger. Le Premier ministre algérien Ahmed Ben Abdelrahmane, dans son propos d'ouverture, a souligné la volonté d'Alger d'instaurer une dynamique durable dans les échanges bilatéraux en se battant sur la complémentarité et l'intérêt mutuel. Il a également pointé la position centrale de l'Algérie en Afrique du Nord et a insisté sur la nécessité de diversifier son économie en sortant de la dépendance aux hydrocarbures, ce qui permettra d'attirer des investissements étrangers, notamment dans l'agriculture, la production de médicaments, les énergies renouvelables et les infrastructures. Elisabeth Borne, de son côté, a salué la nouvelle dynamique de coopération économique bilatérale, assurant que la France, premier investisseur en Algérie, hors hydrocarbures, et ses entreprises sont prêtes à participer à la diversification algérienne.
Selon elle, il faut s'appuyer sur les jeunes des deux rives de la Méditerranée qui ont envie d'agir et qui foisonnent d'idées. Rappelons que l'Algérie est le deuxième partenaire commercial de la France en Afrique. Selon les douanes algériennes en 2020, la France est le deuxième fournisseur du pays après la Chine et son deuxième client juste derrière l'Italie. Paris est aussi le deuxième investisseur en Algérie, selon le FMI, avec 500 entreprises implantées dans le pays qui représentent 40 000 emplois directs. Madame Borne et son homologue algérien, lors de les échanges, ont souligné vouloir densifier la relation bilatérale à l'issue de la réunion du comité intergouvernemental de haut niveau, la première depuis 2017, qui a débouché sur la signature d'une dizaine d'accords de coopération industrielle, technique et culturelle. La chef du gouvernement français n'a pas dérogé à son arrivée le dimanche 9 octobre au geste mémoriel. Elle a notamment déposé une gerbe au monument des martyrs, au lieu de la mémoire algérienne de la guerre d'indépendance face à la France, ainsi qu'au cimetière Sainte-Eugène à Alger, où reposent de nombreux Français nés en Algérie. Merci à l'équipe de la rédaction centrale de For You Media pour ces éléments. Ce matin, nous le rappelons une fois de plus, nous reviendrons bien sûr sur la situation qui prévaut du côté du Burkina Faso avec ses vives préoccupations relevées donc par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Une enquête a été officiellement donc ordonnée de ce côté, les Nations Unies qui ordonnent aux nouvelles autorités de faire toute la lumière sur les événements donc qui ont abouti au renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et à l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Selon d'ailleurs ce rapport des Nations Unies, 4 personnes auraient trouvé la mort durant bien sûr ces événements-là, 8 autres blessés. Il faut donc rapidement faire la lumière sur ces événements. D'où donc cette enquête approfondie, voire impartiale, qui exige donc plus que jamais le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de ce côté. L'ONU revient également bien sûr sur la mesure préventive, celle surtout d'annuler, on va le dire comme ça, les activités des partis politiques de ce côté ou encore des organisations de la société civile. Ces activités sont pour l'instant suspendues en attendant donc la désignation d'un président civil ou militaire qui aura la charge de conduire la transition dans le pur respect donc du calendrier préalablement établi, celui qui aboutira bien sûr à la remise du pouvoir en retour à l'ordre constitutionnel le 1er juillet 2024. Nous parlerons bien sûr de ce sujet dans quelques instants. L'occasion pour nous de revenir sur la visite d'Elisabeth Borne, la première ministre française qui s'était journée du côté de l'Algérie depuis dimanche dernier. Elle a effectué une visite de 2 jours afin bien sûr de matérialiser les accords signés par le président français Emmanuel Macron et bien sûr son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Elle a pour l'occasion également donné une conférence de presse conjointe avec son homologue algérien. Ce matin, nous vous proposons donc de revivre cette conférence de presse conjointe dans son intégralité. Chers participants, membres des médias, bonsoir. J'ai eu l'honneur aujourd'hui, accompagné de Madame Elisabeth Borne, la première ministre de la République française, pour donc diriger la 5e commission de haut niveau algéro-française qui a terminé ses travaux et qui s'est passé dans un esprit excellent de franchise et positif pour développer et diversifier les relations bilatérales qui lient les deux pays, la France et l'Algérie. Et comme vous le savez, l'organisation de cette réunion rentre dans le cadre
de dynamisme qui caractérise les relations bilatérales entre les deux pays, particulièrement après la visite du président M. Macron en Algérie en août de cette année à l'invitation de M. le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a été couronné par la signature et la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé à travers lequel les leaders des deux pays rendent les données dans des perspectives prometteuses au partenariat concrétisé dans le cadre de la coopération bilatérale et parmi lesquelles la commission bilatérale de haut niveau est le plus éloquent donc des moyens et la volonté des deux pays de promouvoir le partenariat de haut niveau inédit et inexceptionnel vu donc la délégation dirigée par Madame la Première ministre. Je la remercie pour cette initiative et nous aspirons à ce que c'est un point de changement de nos réunions, de nos commissions pour concrétiser la déclaration d'Alger. Mesdames, les ministres des deux parties ont eu des relations B2B bilatérales positives et fructueuses, donc pour enrichir l'agenda des activités pour les périodes à venir, particulièrement les échéances de partenariat et pour lesquelles nous sommes engagés pour les organiser politiquement. Il y a donc une qualité de dialogue à tous les niveaux et particulièrement entre les deux présidents des deux pays et la conformité des avis pour renforcer la consultation sur les questions régionales et internationales d'un intérêt commun. Et pour l'aspect donc mémoire, nous avons insisté pour continuer le travail commun à travers la commission des historiens et aborder toutes les questions relatives à la mémoire concernant maintenant à la dimension humaine des relations bilatérales. Et nous sommes d'accord qui est une donc dimension structurante. Avec tous ces aspects spécifiques, nous avons décidé de concrétiser l'ouverture pour travailler ensemble, pour généraliser et pour faciliter le mouvement de personnes qui sera donc au niveau de nos ambitions pour avoir des relations stratégiques exceptionnelles. Nous avons discuté également d'autres aspects tels que le partenariat fructueux dans l'éducation, la science culturelle et technique et technologique. Et nous avons enregistré avec satisfaction ce qui a été réalisé dans ce domaine en mettant en avant le travail commun pour développer les ressources humaines pour le renforcement des capacités des institutions, pour renforcer les relations bilatérales dans différents domaines et les échanges universitaires, la formation, le transfert de l'expertise et de la connaissance. Et dans le domaine économique, nous avons abordé les grandes possibilités qui s'offrent aux deux pays, les forces, les opportunités d'exploitation et les composantes pour encourager le partenariat bilatéral vu donc la géographie qui nous lie. Et dans ce cadre, nous avons insisté sur l'importance des réunions prochaines pour renforcer les mécanismes de l'économie et particulièrement renforcer COMEFA et instaurer un groupe de travail pour les projets de partenariat. Je voudrais rappeler que le forum, le Business Forum que je vais inaugurer demain avec la Première ministre rentre dans ce cadre pour développer le partenariat bilatéral. Nous avons aussi souligné l'importance d'encourager le partenariat et les investissements fructueux et qui créent des ressources et des emplois dans le cadre de la nouvelle approche. Et ne pas se suffire aux échanges commerciaux qui ne peuvent pas réaliser seuls les horizons donc tracés par les deux leaders pour la relation algéro-française. Donc cette commission nous a permis de signer 11
accords dans le domaine de la technologie, dans les start-up, dans l'agriculture, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, le travail, le tourisme et l'artisanat et aussi la déclaration d'intention. Je voudrais réitérer ma bienvenue à Madame la Première ministre et les membres de sa délégation pour les remercier pour le succès de ces réunions, de cette commission. Nous allons tous travailler donc prochainement pour traduire les résultats dans sur le terrain et nous allons travailler pour concrétiser l'accord d'Alger. Merci pour votre attention et pour votre attention. Merci. Choukran. Wow. Je n'ai pas... Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Il s'agissait de mon premier déplacement officiel à l'étranger depuis ma nomination comme Première ministre. Qu'il se déroule à Alger quelques semaines après la rencontre de nos deux présidents est un signe fort. C'est la conscience de notre histoire et des liens qui unissent nos deux peuples. C'est la preuve de notre détermination à construire une relation renouvelée entre nos deux pays. C'est une étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre la France et l'Algérie. C'est donc un honneur particulier d'être reçu ici pour conduire aux côtés de M. Ben Abderrahmane ce 5e comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien. Monsieur le Premier ministre, au nom du gouvernement français, je souhaite vous remercier de l'accueil chaleureux et amical que vous nous avez réservé avec les membres de votre gouvernement qui étaient présents. Cette atmosphère de confiance et de fraternité est à l'image de notre engagement dans la mise en œuvre d'une relation renouvelée entre nos deux pays, dans le sillage de la rencontre historique entre le président Macron et son homologue le président Tebboune en août dernier. Ce 5e CIHN est une opportunité inédite pour commencer à traduire en actes la vision de nos chefs d'État. Il illustre par sa composition et la diversité des sujets traités, la richesse et la densité de notre coopération, à l'image de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé signée le 27 août. Le déplacement effectué ici en Algérie par 15 membres de mon gouvernement témoigne de notre volonté conjointe de mettre concrètement en œuvre cet engagement durable qui profitera en premier lieu aux citoyens algériens et français. C'est le sens des accords qui viennent d'être signés à l'issue de notre session de travail. Notre volonté de donner corps à ce partenariat renouvelé s'est déclinée autour de 3 piliers. Le premier, c'est l'économie, avec comme objectif de concrétiser les échanges tenus avec les entrepreneurs lors de la visite du président de la République. Ils aspirent, en Algérie comme en France, à développer le commerce, l'innovation et à créer des emplois, source de richesse pour nos deux pays. Les discussions sur ces sujets ont été intenses et productives, et je suis ravi d'annoncer la signature d'un protocole d'accord sur les micro-entreprises et l'entrepreneuriat entre notre ministre des Petites et Moyennes Entreprises et votre ministre de l'Économie de la Connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Je suis convaincu que se dessine ainsi un véritable partenariat au profit de nos deux peuples et que ce protocole d'accord constituera le socle de grandes réussites à venir. Cette réussite sera aussi celle de la coopération industrielle et technologique franco-algérienne grâce à la déclaration d'intention signée à l'instant par les deux ministres de l'économie. Cet accord nous permettra de mettre des technologies de pointe au profit de nos deux pays. Le deuxième pilier est celui de la mobilité, dont vous savez qu'il a beaucoup été question ces derniers mois. Dans la lignée de la déclaration d'Alger, nos échanges ont visé à mieux encadrer et organiser la circulation des personnes entre nos deux pays. Nous avons évoqué les moyens d'encourager les mobilités étudiantes, scientifiques, artistiques, je pense au programme de résidence d'artistes, et bien sûr économiques. Et je me réjouis de la signature d'une déclaration d'intention sur le tourisme qui va nous permettre d'initier une véritable coopération en la matière. Le troisième pilier de notre coopération renouvelée me tient particulièrement à cœur, c'est la jeunesse. Regarder vers l'avenir, c'est penser aux jeunes des deux rives de la Méditerranée.
Nos deux présidents se sont engagés à travailler sur des projets concrets à leur service, notamment autour des coopérations culturelles et éducatives. Enfin, nous voulons ancrer ces initiatives dans la durée. Nous maintiendrons un dialogue permanent au cours des prochains mois pour poursuivre nos discussions et prolonger nos projets. Nous nous sommes entendus sur un calendrier resserré de contacts entre les ministres et entre leurs représentants. Notre dialogue se poursuivra également sur les défis globaux que nous affrontons, qu'il s'agisse de l'énergie, du numérique, de la sécurité alimentaire ou encore du changement climatique. Alors que l'agression russe en Ukraine a des conséquences pour le monde entier, je crois aussi que notre coopération renouvelée doit être l'occasion d'un engagement en faveur de la sécurité internationale et de la stabilité. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie sincèrement pour les échanges riches et constructifs que nous avons pu avoir aujourd'hui. Ils sont à l'image de ceux que nos deux présidents avaient eus en août dernier. Cette visite à Alger ancre une nouvelle dynamique et un cycle durable qui profitera à nos deux peuples et leur jeunesse. C'est bien le sens des échanges et de ce CIHN. Je vous remercie. Que disent les journaux ce matin? Que disent principalement les sites d'information? Les journaux parus en kiosque ce matin, voici venu l'instant de la revue de presse. Bonjour à vous Noir et bienvenue. Bonjour à vous Nguéné, bonjour également à l'ensemble des téléspectateurs de For You et Télévision et du programme For You Matin. L'actualité revue journalistique nous conduit d'abord avec Mali Web et un accent sur les réseaux sociaux. La Russie classe Meta, maison mère de Facebook, Instagram, comme organisation terroriste et extrémiste. La possibilité de poursuite justement donc contre les utilisateurs de Facebook et Instagram dans le pays de Vladimir Poutine est désormais renforcée. La Russie a désigné officiellement le géant américain Meta, maison mère de Facebook et Instagram, comme organisation terroriste et extrémiste, ouvrant la possibilité de poursuites judiciaires renforcées contre les utilisateurs dans le dit pays. Mali Web encore, cybercriminalité, les réseaux sociaux dans l'œil de la justice. Les réseaux sociaux s'imposent de nos jours comme des outils indispensables pour l'homme moderne, créés pour faciliter la communication et les échanges interpersonnels et sont devenus le terrain de toutes sortes de jeux pour arnaques et escrocs de tout acabit criminel au fin de dépouiller d'honnêtes citoyens de leurs biens et durement acquis. Mali Web encore, le Maroc restitue au Mali des copies des manuscrits historiques du savant Ahmed Baba de Tombouctou. Le Maroc a restitué au Mali les copies des manuscrits du savant émérite malien Ahmed Baba de Tombouctou 1556-1627 sauvegardés par le royaume. C'était lors d'une cérémonie officielle de réception organisée au Musée national du Mali. L'ambassadeur marocain à Bamako, Driss Isbayene, a remis au ministre malien de la Culture Ndongo Luguindo les copies des manuscrits du savant émérite malien Ahmed Baba de Tombouctou, recoupés dans 3 disques compacts et 8 microfilms. Mali Web encore, refondation, l'avant-projet de constitution remis au président de la transition. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a présidé ce mardi 11 octobre 2022 la cérémonie de remise officielle de l'avant-projet de la Constitution du Mali et du rapport de fond de mission de la commission de rédaction de la nouvelle Constitution CRNC. Mali Jet, après les frappes russes massives sur l'Ukraine, le G7 se réunit en urgence, titre le journal en ligne. Les bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois sur Kiev et d'autres villes d'Ukraine ont été mardi au centre des discussions des membres du G7 que la première ministre britannique Liz Truss doit appeler à ne pas faiblir d'un iota. Wakat Sera, titre Burkina, des activistes collectent près de 400
tonnes de vivres pour les déplacés internes. Les initiateurs de l'opération Sauvons Dibo et les personnes déplacées internes PDI ont fait un premier bilan de leur appel à la collecte des denrées alimentaires pour venir en aide à leurs compatriotes ayant fui leur localité d'équipe d'origine pour échapper à la furie des terroristes, aux femmes et hommes de médias le mardi 11 octobre 2022 à Ouagadougou. L'activiste burkinabé Alain-Christophe Traoré, plus connu sous le pseudonyme de Lino, et ses camarades ont collecté près de 400 tonnes de vivres au profit des PDI, notamment de Dibo, une ville du nord du pays, des hommes intègres sous blocus des groupes armés terroristes depuis plusieurs mois. Ouakat sera encore Burkina Assise Nationale, un comité d'organisation d'une trentaine de membres. Le secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale chargé de l'expédition des affaires courantes a nommé le 8 octobre 2022 une trentaine de membres qui vont former le comité d'organisation des assises nationales prévu les 14 et 15 octobre 2022 au Burkina Faso, à l'issue desquelles la charte de la transition sera adoptée et qui désigneront également le président de cette transition. Faut dire donc que selon l'article 1er, cet arrêté désigne donc comme président de cette commission le colonel-major Simpore Célestin. Et il sera donc accompagné du vice-président Traoré Alain. Ouakat sera putsch au Burkina Faso. L'ONU demande des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les décès et blessures. Ceci est un commentaire du porte-parole de l'ONU pour les droits de l'homme, Seif Mangango, sur la situation au Burkina Faso. Dans ce document, il demande au Burkina Faso d'ouvrir rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les décès et blessures liés au coup d'État. Ouakat sera encore Burkina, il faut désormais gagner du temps et aller vite à la reconquête, dixit Isaac Zida. L'ex-premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida, dans un écrit ce mardi 11 octobre 2022, estime que le peuple burkinabé a clairement fait son choix depuis les événements du 30 septembre dernier, parlant de la prise de pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, qui a eu le soutien de la population. Pour lui, il faut désormais gagner du temps et aller vite à la reconquête du territoire national. Avec Sidoya, stratégie de reconquête du territoire, 3 instructions stratégiques données aux SG des ministères et institutions. Les secrétaires généraux des ministères et institutions se sont rencontrés mardi 11 octobre 2022 à Ouagadougou pour la deuxième session du cadre de concertation des SG institués le 1er septembre dernier par le secrétaire général du gouvernement du Conseil des ministres, Jacques Sousten Dingara. La session de ce jour donc a consisté surtout autour des dossiers urgents identifiés autour de 3 points importants: la sécurisation des sites hydrauliques, la production agricole et la santé. S'il y a encore opération Sauvons Dibo, environ 400 tonnes de vivres collectés. Les initiateurs de l'opération Sauvons Dibo ont présenté à la presse ce mardi 11 octobre 2022 à Ouagadougou les vivres collectés depuis le lancement de l'initiative. Cette opération, qui vise à soutenir la population de Dibo et d'autres localités touchées par le terrorisme, a permis de réunir autour de 400 tonnes de vivres. Guinénews.org procès du massacre du 28 septembre, quand la défense craint le musellement, impulsion caractérielle ou énervement occasionnel, on s'interroge. En tout cas, la défense n'a pas manqué de faire remarquer au juge Ibrahim Souré de Tunkara qu'il est énergique dans ses élans en s'adressant à la défense. Vous nous donnez l'impression que vous nous muselez, a exprimé maître Dina Sampil, qui a porté la voix de la défense. La défense a exprimé le souhait que le débat évolue avec la liberté pour chacun de dire ce qu'il pense, ce qui n'a pas été le cas selon elle jusqu'ici. Toujours avec Guinénews.org, le PM chez le président de l'UFR à Abidjan, Sidia Touré, renvoie Dr Ngoumou donc les cordes. La rencontre entre le Premier ministre Dr Bena Ngoumou et le leader politique Sidia Touré le week-end dernier semble n'avoir rien donné. C'est du moins ce qu'affirme le président de l'Union des forces républicaines sur les réseaux sociaux. Dans un tweet publié à cet effet, M. Touré informe j'ai reçu dimanche le Premier ministre guinéen, M. Ngoumou, à sa demande à ma résidence d'Abidjan. Avant
avant de préciser, nous avons échangé autour de notre participation au dialogue national et j'ai réaffirmé les exigences de la déclaration du Quatuor nécessaire au rétablissement de la confiance. Mais sèchement, l'ancien Premier ministre Lansana Conté, en ces termes, rien de nouveau. Du côté de la Côte d'Ivoire avec Abidjan, diplomatie, coopération sécuritaire, la Guinée s'imprègne de l'expérience ivoirienne. Une importante délégation conduite par le ministre Bachir Balo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la Guinée, a été reçue en audience par le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, le Gal Vangondo Diomandé, à son cabinet à Abidjan, plateau dont c'était lundi 10 octobre 2022. Les échanges ont porté sur l'intérêt de cette mission qui vise entre autres à s'imprégner de l'expérience ivoirienne dans plusieurs domaines de la sécurité et de la protection civile. Abidjan.net, on fait un détour dans ce qu'à l'international pour le journal Rwanda. Ouverture de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire à Kigali. La 145e Assemblée de l'Union interparlementaire s'est ouverte officiellement ce mardi 11 octobre à Kigali, indique donc le journal. C'est le président rwandais Paul Kagame qui a donné le top départ avec le mot d'ouverture solennel de cette rencontre mondiale qui enregistre plus de 3000 participants. À l'ordre du jour des débats, des parlementaires venus des 4 coins du monde, les questions de l'égalité, des genres, de développement, de résilience et de paix. Abidjan.net encore, diplomatie, Mali, pourquoi la libération des soldats ivoiriens tarde encore? Pour quelle raison la libération des soldats ivoiriens détenus à Bamako tarde-t-elle? Question posée 3 mois après leur arrestation lors de leur arrivée au Mali dans un cadre onusien, mais en tant d'irrégularité, les 46 soldats de l'armée ivoirienne détenus à Bamako sont toujours officiellement accusés par Bamako d'être des mercenaires. Depuis une dizaine de jours, l'activité diplomatique autour de leur cas est intense. RTI.info, le président Alassane Ouattara a échangé avec le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, nous renseigne le journal. Le président Alassane Ouattara a échangé ce mardi 11 octobre 2022 au palais de la présidence de la République avec le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Bordia, représentant du Saint-Siège, qui est enfant de mission en Côte d'Ivoire, est venu faire sa civilité et ses adieux au chef de l'État. Il a indiqué avoir profité de la rencontre pour évoquer avec le président Alassane Ouattara la visite officielle que celui-ci a effectuée au Vatican les 15, 16 et 17 septembre 2022, au cours de laquelle il a participé à la messe pour la paix en Côte d'Ivoire à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome et a échangé avec le pape François. RTI.info encore, Mali, le colonel Assimi Goïta reçoit un projet de nouvelle constitution avec 2 mois de retard. Le colonel Assimi Goïta, chef donc du groupe militaire au pouvoir Mali, a reçu un projet de la constitution, un élément clé pour la conduite de la transition jusqu'en 2024. C'était lors d'une cérémonie solennelle à Bamako ce mardi 11 octobre 2022. Cet avant-projet de constitution a été remis au colonel Assimi Goïta avec 2 mois de retard sur le délai initialement imparti à la commission chargée de l'élaborer. Le groupe avait donc donné 2 mois à cette commission. Quant à elle, l'avait créée par décret le 10 juin. Le délai a été prolongé, a dit le président de la commission, Fousseni Samanké. Avec 7 CD, cours de cassation, la rentrée judiciaire 2022-2023 prévue ce samedi. La Cour de cassation organise une audience solennelle le samedi 15 octobre 2022 dans le cadre de la rentrée judiciaire exercice 2022-2023. C'est ce qu'annonce un communiqué de la 7 haute juridiction de l'ordre judiciaire dans la rédaction du journal, signé conjointement par son premier vice-président Mukendi Moussanka David Christophe et par le procureur général près de cette juridiction Firmin Mambou Vondé. Tchad.info, les membres du gouvernement autorisés à gérer les affaires courantes. À la suite de la démission du Premier ministre chef du gouvernement ce mardi 11 octobre, les membres du gouvernement sont autorisés à gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. Tchad.info encore, intégration à la fonction publique, le collectif des médecins et pharmaciens continue de manifester. Les membres du collectif des médecins et pharmaciens en instance d'intégration à la fonction publique ont une nouvelle fois de plus manifesté devant le siège du ministère de la fonction publique. Cette fois-ci, ils ont été reçus par le ministre qui a promis les faire intégrer.
Gabon Review, transport aérien, Air Sénégal suspendra bientôt ses vols vers le Gabon. Enregistré depuis son lancement en mars 2021, les mauvaises performances financières de la ligne triangulaire Cotonou-Douala et Libreville de la compagnie Air Sénégal ont eu raison de ces destinations. La direction générale de ce transporteur aérien a annoncé le 10 octobre la suspension dès le 30 octobre prochain de ses vols à destination du Bénin, du Cameroun et du Gabon. Toujours avec Gabon Review, caducité du bureau du CGE, le renouvellement fixé à novembre. Faisant écho aux dénonciations de plusieurs partis de l'opposition en rapport avec l'illégalité, l'illégitimité et la caducité du bureau du centre gabonais des élections CGE dont le mandat est expiré depuis plus de 2 ans, le bureau exécutif de la plateforme politique Réagir avait saisi le 26 septembre dernier la Cour constitutionnelle. Elle a rendu sa décision, recevant la requête sur la forme, la rejetant sur le fond et fixant en novembre prochain le renouvellement de la structure concernée. Gabon Review encore. La CPG se mue en FEG. L'Assemblée générale de la Confédération patronale gabonaise CPG s'est tenue le 10 octobre à Libreville. À l'issue des travaux, celle-ci a notamment acté le changement de dénomination à l'institution en Fédération des entreprises du Gabon FEG avec une feuille de route articulée autour de 4 axes prioritaires dont la dette intérieure et la parafiscalité. Gabon Review encore, entrée judiciaire, les principes d'éthique rappelés aux justiciers. En présence du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, l'audience solennelle de rentrée judiciaire des cours et tribunaux s'est tenue le 10 octobre au palais de justice de Libreville. Elle a été marquée par l'installation du nouveau premier président du Conseil d'État et du nouveau commissaire général à la loi qui ont rappelé aux magistrats la nécessité de se conformer aux principes d'éthique et de déontologie dans le rendu de leurs décisions. Du côté de la République centrafricaine, avec Radio Ndekeluka, Centrafrique, une dizaine de morts, dont 3 civils, dont des affrontements entre groupes anti-Balaka rivaux à Djougou. Au moins une dizaine de personnes, dont 3 civils, ont été tués dans des affrontements qui ont opposé ces derniers jours 2 groupes anti-Balaka rivaux dans la localité de Djougou à Kemo. Selon des sources locales contactées donc par Radio Ndekeluka, les 2 milices s'affrontent pour le contrôle de la localité afin d'asseoir leur domination. J'y arrive. Actualité toujours avec Radio Ndekeluka, Centrafrique. Près de 80% des Centrafricains touchés par la pauvreté selon le PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a publié fin septembre 2022 son rapport 2021 sur l'indice de développement humain. Selon les données de ce rapport, la République centrafricaine occupe le 188e rang mondial et 50e en Afrique, avec un taux de pauvreté qui touche près de 80% de la population. Un positionnement qui place le pays parmi les plus pauvres de la planète devant le Niger et le Tchad. Toujours avec Radio Ndekeluka, cette fois-ci, on parle notamment de Centrafrique. Le Front populaire Zokwezo appelle à l'organisation de référendum constitutionnel. Plus de 2 semaines après la décision de la Cour constitutionnelle annulant les actes du chef de l'État visant à écrire à une nouvelle constitution, les appels à la relance du projet continuent d'être enregistrés. Le dernier acte est celui du Front populaire Zokwezo lors d'une conférence débat tenue le 8 octobre 2022 à Bangui. Le président de ce parti politique, Mouammar Bengue Bossan, a proposé une nouvelle démarche au président de la République. Le potentiel centrafricain.com titre RCA, la HABG étouffée dans les résultats de ces enquêtes. Question posée. La République centrafricaine est victime depuis plusieurs décennies à une crise de bonne gouvernance, tant dans le soutien étatique des institutions républicaines que dans le milieu associatif. Cependant, la Constitution a donné la chance à une rectification de ces erreurs avec la mise en place de la haute autorité chargée de la bonne gouvernance qui ne cesse de dresser des rapports sur des malversations financières dont les résultats sont restés lettres mortes au parquet général de Bangui. Au Cameroun, avec Cameroun Tribune, le journal La Capitale Publique, inondation dans l'extrême nord, il faut en finir.
en dépêchant hier le ministre de l'administration territoriale dans le maillot d'Anaï pour son message de réconfort et remettre des dons aux populations affectées. Le président de la République a réitéré au gouvernement l'exigence de trouver des solutions définitives préoccupant donc du problème récurrent. Une directive dévoilée par le MINAD et qui rencontre évidemment des préoccupations des populations. Mutation quotidien, carte nationale d'identité titre-t-il, la pièce dramatique. La scène qui s'est déroulée dans un commissariat à Fumbot rappelle le calvaire persistant lié à la non-délivrance du précieux document dans des délais raisonnables. Le regard de Anne Fégon de Noah, initiatrice du mouvement Je veux ma CINI. Le quotidien Le Jour titre période électorale, des journalistes outillés aux bonnes pratiques qui sont invités à rester professionnels dans le cadre de l'exercice de leur métier au cours des échéances à venir. Le quotidien de l'économie pour sortir, titre PAD, ADC, Sodo Coton, Cameroun Hotel Corporation. Les entreprises publiques devront être cotées à la BVMAC. Elles ont été dévoilées dans une correspondance adressée au directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale par Louis-Paul Motazin, ministre des Finances. Voilà donc ce que nous avons à proposer, ce qui concerne la revue des grandes unes ce jour. Merci à vous, Nora, pour votre magnifique contribution quotidienne dans le cadre de cette émission de For You Matin. Vous reviendrez vers nos nombreux téléspectateurs tout à l'heure à partir de 9h32 dans le cadre de votre avis compte. Nous reviendrons, nous allons parler des assises nationales qui vont se tenir dans pratiquement 2 jours de cela. Et vous l'avez compris également, le secrétaire général en charge de l'administration territoriale a nommé donc une équipe devant conduire ces 10 travaux. Nous allons en parler en s'interrogeant si on est en train de tendre vers une refondation de l'État du côté du Burkina Faso. Et nous également, nous allons planter le décor de ces assises nationales dans le cadre de cette matinale avec bien sûr cette pétition qui a été lancée par le peuple burkinabé qui estime qu'il n'est pas suffisamment représenté dans ces assises nationales. On en saura un peu plus dans quelques secondes seulement parce que Nestor Podassi est déjà connecté. Il nous en dira plus. Prenons tout d'abord cette transition. Donc de retour avec bien sûr Nestor Podassi, bien installé du côté de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. C'est une nouvelle fois un plaisir incommensurable de vous avoir dans le cadre de cette émission, Monsieur Podassi. Bienvenue à vous. Mon frère, bonjour à mes co-panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de For You Media. Le son n'est pas très bon à mon niveau ici. Je pense que l'équipe technique chapeautée par Abolo à la réalisation va donc tenter de résoudre ce léger souci lié bien sûr à la connexion afin que nous puissions vous recevoir ou du moins que vous puissiez mieux nous recevoir parce que nous, à notre niveau, le signal est parfait, le retour il est impeccable. Alors Nestor, je pense que c'est pratiquement résolu. Avant de parler de ces enquêtes qui ont donc été ordonnées par les Nations Unies vis-à-vis du Burkina Faso au regard des événements qui ont été enregistrés le 30 septembre dernier. Revenons tout d'abord sur cette pétition qui a été donc officiellement lancée par le peuple burkinabé. D'ailleurs, la pétition nous fait savoir qu'à quelques jours des assises nationales, nous constatons que le peuple burkinabé à la base est dans la rue soutenant à leur corps et âme le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas suffisamment représenté. Seuls les leaders d'OSC qui siégeaient déjà à l'époque du lieutenant-colonel Dabiba sont privilégiés. Nous, peuple du Burkina Faso, ne reconnaissons pas ses membres choisis d'avance. Non à l'usurpation de la lutte du peuple, non à la démagogie. Voilà donc la pétition de protestation qui a été officiellement donc lancée par le peuple, donc par vous, Nestor Podassi. Peut-on en savoir un peu plus ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin? Bon, parce que bonjour. Oui. Parce que comme il a dit, la pétition, pourquoi nous l'avons lancée? Oui. Nous, les forces de changement du pays, parce que nous avons constaté que nous n'avons pas été pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il y a 13 régions au Burkina Faso. Oui. Et
au niveau des OSC, on prend que 2 personnes par région. Donc ça veut dire qu'au niveau des OSC, il n'y aura que 26 représentants. Ça veut dire que 2 fois 13. 2 fois 13. Voilà. Maintenant, parmi les 2, parmi les 26, il n'y a que 13 qui sont déjà pris d'office par le comité. Et ça trouve que pendant la transition du colonel Damiba, il y avait des leaders d'OSC qu'on avait pris comme députés pour être à l'ALT au nom de la société civile. Mais ils n'ont rien fait à la base. La base ne les connaît même pas. On savait quand ça n'allait pas, nous on criait, ils ne nous écoutaient pas. Pour transmettre cela, on n'a jamais vu faire conférence de presse pour dire voici l'aspiration du peuple. Alors donc le peuple ne se sent pas représenté. Alors si on dit que ces mêmes personnes sont reconduites d'office, vous voyez qu'il y a un hiatus. Est-ce qu'un PSR est égal à un PSR2? Et si c'est ça, c'est une arnaque du ciel. Alors donc c'est pour ça que nous avons dit non, c'est pas normal. Il faut revoir. Et même la désignation de un et de la deuxième personne, je prends un exemple au niveau de Bourg-Glasso, nous n'avons pas été consultés. Alors que nous avons nos récépissés en bonne et due forme. Mais nous n'avons pas été consultés. Aucun des forces qui étaient dans la rue pour mener la résistance et la lutte du peuple, aucun de nous n'a été consulté. Voilà. On a juste fait appel à des anciens fêtiers, les religieux, les coutumiers et autres, pour aller désigner quelqu'un pour aller à notre place avec des opérateurs économiques. Alors que les opérateurs économiques, les coutumiers, les religieux ne sont pas dans l'élan révolutionnaire. Et c'est dans l'élan classique. Ils sont soumis à tout ce qu'on va les dicter. Alors, est-ce que le peuple, voyant sa victoire volée, est-ce que ce n'est pas le moment de donner le bon temps pour interpeller les autorités? Si vous ne revoyez pas et que nous partons dans ce sens et que Ibrahim n'a pas été retenu, il y aura problème. Donc, mieux vaut anticiper. C'est ça, on dit un homme averti en vaut 2. Et mieux vaut prévenir que guérir. Raison pour laquelle nous avons fait la pétition. Voilà. Sinon, si on dit aux militaires de sortir, ils vont sortir. Mais pour éviter tout le temps d'aller en confrontation, puisque on doit manifester le 14 et le 15 pour soutenir Ibrahim Traoré. Donc, nous avons minimisé les forces en lançant la pétition. Mais vous voyez que beaucoup de gens ont signé. Ça a été signé massivement. Ça veut dire que les gens sont en peu. Donc, nous allons partir leur montrer les résultats de la pétition et nous vont comprendre que non. Vraiment, c'est important qu'ils nous écoutent par rapport à cette situation. Et l'objectif recherché, Nestor, c'est que vous récoltiez le maximum de signatures possibles. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Alors, Nestor, on veut savoir comment la procédure de sélection s'est faite. Quel est l'organe aujourd'hui en charge de sélectionner ceux qui doivent participer à ces assises nationales? Comment la sélection s'est faite du côté du Burkina Faso? Au niveau du Burkina, c'est d'abord le ministère de l'administration territoriale qui a envoyé la correspondance à ces démembrements, c'est-à-dire au gouverneur des régions. Et maintenant, avant que la correspondance arrive, ils ont déjà donné des consignes. Sur les 26 participants de la société civile, 13 sont déjà retenus d'office. Voilà. Et que c'est, comment on appelle ça? Donc, il n'y a plus que 13 places à pourvoir, alors, décidément. Voilà, c'est 13 à pourvoir. Et les 13 là aussi, nous n'avons pas été appelés dans les soirs de désignation. Voilà, c'est toujours les anciens fêtiers, sous Blaise, sous Roch, sous Damiba, ils se sont concertés entre eux et là-bas. Alors que ces OSC-là sont des antichambres des partis politiques. Voilà. Nous, les sociétés civiles, forces de changement, nous ne sommes pas appelés là-bas, nous ne sommes pas associés. Voilà. Et vous estimez que votre victoire, la victoire du peuple, avec cette façon de faire, est volée? C'est bien cela, Nestor? C'est bien cela, oui. Mais au-delà de cette pétition, Nestor Pedacé, qui est déjà en train de récolter le maximum de signatures possibles, vous avez parlé dans vos propos liminaires des manifestations prévues dans 48 heures. Vous avez parlé du 14 au 15. Les dates d'ailleurs de la tenue de ces assises nationales. Est-ce qu'on peut avoir plus de précisions concernant bien sûr ces manifestations qui sont prévues? Non, les manifestations prévues c'est Ouara et Bogo et dans toutes les villes.
du 14, puisque les assises commencent le 14 pour amender la charte de la transition. Oui. Donc, nous allons veiller à ce que, pour les diguer, à la fin de la rédition de la charte, de la validation de la charte, et le capitaine Ibrahim Traoré, nous voulons confirmation. Et qu'il dirige avec la vision que nous avons. Un Burkina nouveau, c'est-à-dire diversifier le partenariat, rompre les accords coloniaux avec la France, et puis être indépendant. C'est tout ce que nous voulons. Si ce n'est pas dans ce sens-là, je pense que le peuple qui est sorti nombreux, le 29, le 30, le 1er octobre, le 2, le 3 et le 4 n'est pas encore mort. Et on est toujours là. Nestor, si on comprend bien, les manifestations se tiendront dans un cadre de soutien massif donc au capitaine Ibrahim Traoré pour que la victoire du peuple ne soit décidément pas volée du côté du Burkina Faso. Monsieur, parlons cette fois de ces enquêtes diligentées donc, ou du moins ordonnées par les Nations Unies à propos de ces événements qui ont marqué la journée du 30 septembre 2022, des événements d'ailleurs qui ont conduit au renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et l'arrivée au pouvoir au même moment bien sûr du capitaine Ibrahim Traoré. Alors Nestor, selon les Nations Unies, durant ces événements qui ont été enregistrés ce jour-là, 4 personnes auraient trouvé la mort du côté du Burkina Faso, 8 personnes blessées. Que pouvez-vous dire, vous qui étiez sur le terrain? Oui, à Bobo Dioulasso, il y a eu quelques blessés, mais c'est à Ouaga qu'il y a eu des morts. Mais à Ouaga, les morts là, bon, généralement, c'est suite à des tirs. Comme on le disait, c'est suite à des tirs. Bon, il y a l'armée française qui a tiré. Il y a aussi les éléments de Damiba qui ont tiré, ils étaient en l'air et puis ils ont tiré par hélico. Ça a provoqué des morts aussi. Ça veut dire que c'est dans la réplique du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba que ces morts-là ont été enregistrés. Bon, certains oui, d'autres oui. D'autres c'est dans ça, et il y a d'autres aussi, bon. L'armée française a répliqué. Oui. D'autres ont eu la mort. Donc voici un peu comment les choses sont passées. Mais à Bobo, pratiquement, je rends grâce à Dieu. Voilà. Pas d'autres qui sont tombés avec des motos, il y a des blessés. On rend grâce. Alors Nestor, comment aujourd'hui vous accueillez cette note du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme? Ces derniers aujourd'hui voudraient qu'une enquête soit ouverte à propos bien sûr de ces événements qui ont conduit au décès de 4 Burkinabés et voire 8 autres blessés. Comment avez-vous accueilli cette enquête ou du moins cette sortie des Nations Unies? Moi, je pense que les Nations Unies gagneraient en crédibilité s'ils menaient des enquêtes pour savoir quels sont ceux qui attaquent les soldats burkinabés, la population civile burkinabé. Quels sont ceux qui rentrent dans les villages, ils pillent, ils tuent, ils ravagent tout à leur passage. Ça va nous faire plaisir. Voilà, mais si c'est pour venir mener des enquêtes sur une situation où même notre justice est indépendante et peut s'occuper de ça, bon. Je pense que c'est une ingérence de trop, quoi. C'est la preuve que l'ONU n'a jamais été du côté du peuple et ils ne sont pas là pour le bonheur du peuple. Voilà. Et comme c'est des institutions, donc le peuple burkinabé même ne fait plus confiance, tel que CEDEAO, les chefs d'État vassaux, l'Union africaine, l'ONU, tout ça. Donc, nous, ça nous fait ni chaud ni froid parce que nous savons que c'est des institutions qui ne sont jamais là pour le bonheur de nous autres. Ça n'est jamais là pour le bonheur du peuple. Ça n'est jamais là pour le bonheur des Africains. L'ONU est fait pour esclavager les Africains. L'ONU est fait pour tuer les Africains. L'ONU est fait pour nous exterminer. Donc, leur comportement ne m'étonne pas du tout parce que ils sont dans leur rôle d'asservissement d'obscurantisme. Donc, moi, ça ne m'étonne pas trop. Mais ce que je leur demande, ils gagneraient en crédibilité en se rachetant, en savoir depuis plus de 7 ans quels sont ceux qui tuent les Burkinabés gratuitement. Voilà. S'ils avaient mené l'enquête sur ça, parce qu'aujourd'hui, il faut dire en moyenne, les Burkinabés meurent minimum 35 personnes par jour, tuées par des bandes, tuées par des terroristes.
Nestor, vous avez l'impression que l'ONU ne se penche pas assez sur ces questions-là, c'est-à-dire sur les questions d'insécurité du côté du Burkina Faso, sur le bilan. Ça les intéresse pas. Et comment expliquer cela? L'ONU ne s'intéresse pas. Hein? Et comment expliquer cela, Nestor, à votre avis? Nous, on vit ça tous les jours ici. On n'a jamais vu l'ONU ici pour nous aider. Voilà, l'ONU a l'air représentant ici. Jamais ils se sont prononcés sur la question se sont prononcés sur la question de, comment dirais-je, ils se sont jamais prononcés sur la question de quels sont ceux qui financent les terroristes, quels sont ceux qui sont les terroristes, les victimes des terroristes. Il faut mener des enquêtes sur ça. Non, jamais. L'ONU devrait, si l'ONU était honnête, l'ONU devrait commencer par couper d'abord la tête de Obama, couper la tête d'abord de George Bush, couper la tête de Sarkozy, qui sont les grands terroristes, qui ont terrorisé le monde entier, en commençant par l'Irak, et la Libye, ainsi de suite. Mais si l'ONU ferme les yeux sur ces crimes contre l'humanité d'une envergure mondiale sans précédent, et si c'est pour venir s'ingérer dans les affaires internes d'un État souverain, je pense qu'il y a anguille sous roche et que l'ONU doit se ressaisir rapidement, parce que dans les textes de l'ONU, il est dit que chaque État indépendant est souverain. Donc je pense que l'ONU gagnerait à ne pas trop s'ingérer dans les affaires internes du Burkina Faso. Parce que le peuple burkinabé ne veut même plus entendre parler de ces organisations fantasmes aujourd'hui. Je vous dis vrai, si tu arrives sur le terrain qui cause à la population de bas peuple, même celui qui n'est pas allé à l'école du blanc, comme on le dit, il va te dire, c'est dehors, on s'en fout. Il y a avant-hier, dimanche, le grand professeur de droit, Laurent Bado, était dans le grand déballage du Burkina Info ici. Mais on l'a interrogé parce qu'il parle de la CEDEAO. Il dit que ce n'est pas le peuple qui ne veut pas de CEDEAO. Que lui-même étant un intellectuel, c'est un professeur de droit à l'université. Il dit que la CEDEAO n'a qu'à disparaître. C'est un aîné, c'est un doyen. Laurent Bado, tout le monde sait, la plupart des cadres burkinabés ont été formés par lui. Il a dit que lui-même était un professeur de droit, mais lui veut que la CEDEAO n'a qu'à disparaître. Et lui-même, il a dit qu'il y a des bons coups d'État. Et il y a des coups d'État qui sont salvateurs. Et il y a des coups d'État qui ne sont pas bons. Il a dit ça. Mais les gens disent non, mais toi étant un professeur de droit, il dit hey, le droit là, c'est pas fait à sens unique. Le droit est fait pour faire du bien à la majorité. Mais si le droit est fait pour faire du tort à la majorité, mais mieux vous rejetez ce droit là. Il a dit clairement que la CEDEAO n'a qu'à disparaître. Comme ils savent que l'ONU sait que la CEDEAO ne peut pas parler, l'ONU sait que l'Union africaine ne peut pas parler, l'ONU sait que l'Union européenne ne peut pas se mêler dedans. Parce que tous les pays européens là, dès qu'il y a eu le coup d'État, personne n'a condamné, tout le monde s'est tué. Donc qui pouvait parler? Aucun État ne pouvait parler en son nom, même la France. Donc qui devait parler? On pousse l'ONU à parler. Mais il n'a qu'à continuer à parler. Parce que le peuple souverain et burkinabé est patient. Je dis bien, ils sont patients. Mais quand il dit merde, c'est merde. Donc notre indépendance sera brusque un jour ici. Donc il ne faut pas qu'ils vont continuer à provoquer les gens. Voilà. Parce que hier, j'ai envoyé un agent de renseignement vers moi. Il me dit, ouais, il faut faire attention, tu es l'homme le plus recherché. Il dit, ok, merci beaucoup pour l'information. Je suis recherché, c'est vrai. Mais le peuple aussi ne dort pas, le peuple veille. Oui. Si quelque chose arrive à un de leurs représentants, vous saurez que le peuple là, il veille au grain. Donc, vous gagnerez à nous laisser tranquilles prendre notre indépendance que de vouloir nous assassiner. Sinon, le peuple va répliquer, ça c'est clair. Merci. Nestor Podassé, l'information est quand même relayée ce matin par plusieurs sites d'information du côté du Burkina Faso. On prend par exemple le cas de Wakat Sera. Je pense qu'avec le concours de la réalisation, on aura ce titre de Wakat Sera qui est également revenu sur cette enquête ordonnée pratiquement par les États-Unis. On parle des enquêtes approfondies et impartiales. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'opinion publique s'aligne également? L'opinion publique burkinabé a également envie de savoir ce qui s'est réellement passé ce 30 septembre du côté du Burkina Faso. Non, on veut savoir, mais pas d'ingérence extérieure. Quand tu vas sur la page Facebook de Wakat Sera, tu verras comment les commentaires, partout les journaux en ligne qui ont relayé cela, beaucoup de gens sont allés les fustiger. Beaucoup de gens ont fustigé et que l'ONU n'a qu'à rentrer chez eux. Donc vous verrez que entre cela et puis le peuple, le bas peuple, il y a un fossé. Il y a un fossé grave. Donc c'est de ça que je parlais. Je dis, il ne sert à rien de faire des institutions pour menacer des gens, mais il suffit d'être correct. Parce que si vous-même vous n'êtes pas sérieux, et que vous voulez que les gens, vous voulez donner des leçons aux gens, alors que vous-même vous n'êtes pas sérieux, est-ce que c'est normal?
L'ONU a donné de l'ordre, ils sont venus bombarder la Libye, tuer des civils, tuer Kadhafi. Pourquoi c'est pas l'ONU qui a donné la résolution? L'ONU a donné une résolution. Ils sont venus bombarder la Côte d'Ivoire, enlever Gbagbo, placer Alassane Ouattara, tuer des milliers de personnes. Alors l'ONU a-t-il fait des enquêtes sur ça? L'ONU est au Mali, la MINUSMA. Mais la MINUSMA même sert de logistique aux terroristes. Il se ravitaille là-bas. Il prend les munitions, les armements, nourriture, médicaments, au sein de MINUSMA pour aller tuer des populations civiles. Mais l'ONU a quelle leçon de morale à nous donner? Moi, je ne vois pas en quoi l'ONU est crédible pour mener cette enquête. Non. Nous avons des organisations locales ici sur place. Nous avons la justice ici. Ou bien nous sommes indépendants, ou bien nous ne sommes pas indépendants. Ou bien le Burkina est sous tutelle de l'ONU. C'est ce que nous voulons savoir. Si le Burkina est indépendant, là, le Burkina, laissez l'État burkinabé faire son travail. Ce n'est pas à vous de mener cette enquête. Voilà. Donc moi, je pense que l'ONU fait un gérant de trop. Et ça, c'est pas bon. Plus ils font ça, ça irrite encore le peuple burkinabé. Donc, qu'ils fassent doucement, doucement. Parce que si tu vois, et même s'ils sont conscients, ils vont voir que dans les commentaires, là, façon que les gens sont opposés, là, ils ne vont pas oser se comporter ainsi. Donc, ils n'ont qu'à faire très attention en parlant ainsi. Il ne faut pas qu'ils vont jeter l'huile dans le feu. C'est pas bon. Voilà, parce que le peuple déjà est déjà sous le choc à cause de leur complicité avec les terroristes. Bon, maintenant, s'ils vont venir encore et enfoncer le couteau dans la plaie, là, c'est grave. Nestor, est-ce qu'aujourd'hui il faudrait craindre un antagonisme, voire une opposition entre les nouvelles autorités de la transition du côté du Burkina Faso et les Nations Unies? Non, il n'y a pas une opposition. Ceux qui sont là pour faire la volonté du peuple. Oui. Voilà, il n'y a pas une opposition. Mais est-ce qu'il n'y a pas de crainte qu'en faisant la volonté du peuple, les autorités du Burkina Faso se mettent à dos les Nations Unies? Non. Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité aujourd'hui? On dit Nations Unies. Ça là, moi j'appelle ça Nations désunies. Parce que vous ne pouvez pas prendre décision à sens unique. Si c'est réellement Nations Unies, il doit tenir compte aussi de l'avis du peuple des nations burkinabées. C'est important. Mais si on ne tient pas compte de l'avis du peuple des nations burkinabées, ça veut dire que c'est Nations désunies. Donc les autorités ne vont pas se mettre à dos les Nations Unies, mais c'est l'ONU qui va se mettre à dos plutôt le peuple burkinabé. Voilà, ça c'est l'inverse. Merci. Alors Nestor, à quel type de rapport aujourd'hui peut-on s'attendre entre les Nations Unies et le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration? Quel type de rapport? Bon, je ne sais pas trop quel type de rapport ça sera, mais nous en tout cas, le peuple veut sa souveraineté. Le peuple ne veut pas être un béni oui-oui, un soumis à qui on met tout sur sa tête. Non, ce n'est pas possible. Voilà, donc le peuple ne va pas accepter cette domination qui n'a pas de queue ni de tête, mais le peuple veut vraiment que les choses soient au clair. Donc voici un peu comment je vais dire aux gens. Voilà. Donc pour nous, quel type de rapport on veut? Le rapport de respect mutuel, le rapport de respect mutuel, mais si c'est un rapport à sens unique pour servir les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, les soi-disant les grandes puissances, les bandits à col blanc, pour venir continuer à piller les peuples africains. Mais l'ère de la révolte a sonné. Voilà. Et cette jeunesse ne veut pas se laisser faire. Hier, nous avons eu l'Assemblée générale, mais si tu voyais ce qui s'est dégagé là-bas, mais ce n'est pas du jeu. Voilà. Donc, c'est pour dire que faut que les gens prennent les choses au sérieux. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est plus de la blague. Les gens sont vraiment... Le peuple veut son indépendance, en fait. Ça dit que l'ancien système qui maintenait des gros, soi-disant les gros fonctionnaires africains, à l'ONU, à ceci, et puis tout ce qu'on leur dictait, ils partent faire contre leur peuple. Aujourd'hui, ça ne passe pas. À la base, ça ne passe pas. Hein. Tu es diplômé, tu es quoi? Le bas peuple s'en fout de ça. Donc, il faut que les gens sachent que le peuple s'en fout de cela éperdument. Donc, le peuple veut sa souveraineté, coûte que coûte, vaille que vaille. Et aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est les commerçants, c'est les paysans, c'est tout ce monde-là qu'on pense qu'ils ne sont pas instruits là. C'est eux qui sont vraiment déterminés pour cette lutte-là. Et c'est ça qui fait plaisir.
Nestor Podassé, évoquons un autre point relevé par les Nations Unies. On parle bien sûr de ces événements qui ont marqué la journée du 30 septembre 2022 avec le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba et l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Selon les Nations Unies, ou du moins nous avons tous eu l'annonce à la télévision nationale RTB, la télévision nationale burkinabé, avec dans les heures qui ont suivi ce coup d'État la suspension de la Constitution. Mais il y a quelques jours de cela, la Constitution a été rétablie avec bien sûr l'adoption de l'acte fondamental qui faisait au passage du capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l'État. Mais entre-temps, selon les Nations Unies, la mesure suspensive des activités des partis politiques et des organisations de la société civile n'a toujours pas été levée. Des inquiétudes ont également été émises à ce niveau concernant bien sûr cette mesure arbitraire de suspension des activités des partis politiques, voire des organisations de la société civile. Qu'en est-il réellement sur le terrain, Nestor Podassé? Pourquoi la mesure n'a toujours pas été levée à votre avis? Bon, c'est compréhensible, parce que dans l'acte fondamental, il est dit que la suspension des activités des partis politiques et des sociétés civiles, il est dit à tout caractère qui peut perturber l'ordre public. Donc ça veut dire qu'il faut éviter les manifestations de grande envergure dans les rues, mais on peut se regrouper, faire des meetings. Voilà, donc nous avons mis un podium au niveau des places de la Nation et place Tiefo Amoro pour continuer la résistance. Voilà, donc on se retrouve dans un endroit clos où on fait le meeting. Oui. Et puis on reste... Mais la mesure suspensive des activités, elle reste en vigueur jusqu'à présent. C'est-à-dire concernant les partis politiques et les organisations de la société civile. Oui. Alors Nestor, comment parce que dans cette... Ça reste en vigueur pour le moment, mais comme c'est pas tout... Allô? Oui, nous vous recevons, Nestor. Voilà, donc c'est comme je le disais, comment on appelle ça? Les choses vont un peu... Je pense que dans les jours à venir, quand le président sera confirmé, le gouvernement sera mis en place, je pense que la mesure sera levée. Mais pour le moment, c'est une manière d'encadrer pour éviter les débordements. Oui. Donc, voici un peu comment ça est. Sinon, il n'y a rien de grave. Mais Nestor, cette mesure-là également préoccupe les Nations Unies. Les Nations Unies ordonnent d'ailleurs aux nouvelles autorités d'annuler immédiatement cette mesure de suspension des activités des partis politiques. Est-ce que vous comprenez cette préoccupation aujourd'hui? On comprend parce que l'ONU se préoccupe pour des partis politiques dont elles-mêmes qui sont soumis à l'impérialisme parce qu'ils ne veulent pas de la révolution, c'est tout. Nous, on les comprend. Des partis politiques qui disent que c'est eux qui animent la vie démocratique, alors que non, en Afrique, Burkina, un petit pays comme ça, on a plus de 100 partis politiques. 100 partis politiques avec combien de millions d'habitants? Et le peuple n'est pas suffisamment éduqué. On ne les enseigne pas le panafricanisme. Comment l'Afrique doit être indépendante? On vient dire seulement voter, moi si je monte, je vais faire ça. On vient les promettre tout le temps, on va donner poisson à manger. On ne les apprend pas comment pêcher du poisson. Alors donc, si tu n'es qu'à moi, il faut supprimer les partis politiques et puis décréter un état d'exception. Tout le monde au travail. Voilà comment moi je vois les choses. Nestor Podassé, on rappelle bien sûr que vous réagissez en direct de Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Évoquons cette fois, Nestor, les assises nationales qui se tiendront dans 48 heures du côté du Burkina Faso. Tout à l'heure, avec cette pétition, on a eu une sorte de mise en bouche, mais on voudrait quand même prendre la température ce matin à 48 heures de l'ouverture de ces assises nationales. Quelle est la température du côté du Burkina Faso en général et du côté de Bobo Dioulasso en particulier? En tout cas, comme je l'ai dit, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec le choix qui a été fait, surtout la manière dont la désignation a été faite. Donc nous avons décidé de procéder à chose, comment on appelle cela. Nous avons décidé de protester en lançant une pétition. Cette pétition, d'ici là, nous allons nous retrouver entre nos responsables de l'OSC pour aller remettre ça au gouvernement, dans le gouvernorat, dans les régions, voilà, et à Ouaga au niveau du secrétariat de la présidence. Donc, je pense que c'est logique
il faut le faire pour ne pas que demain, ils disent qu'ils n'ont pas été avertis. Ils cherchent que, façon que les choses se déroulent, si les résultats ne sont pas selon la volonté du peuple, le peuple va réagir. Voilà. Donc, il faut toujours les prévenir. Quand vous parlez de réagir, vous faites allusion à quoi exactement? Si les conclusions des assises... Si les assises ne confirment pas Traoré, la rue va parler. La rue va parler parce que le peuple voit déjà une façon de voler sa victoire. Pour cela, le peuple n'est pas d'accord. Ça veut dire que clairement, vous êtes décidé de faire du capitaine Ibrahim Traoré, non seulement le chef de l'État, mais également le président de la transition du Burkina Faso, celui qui sera chargé d'un retour à l'ordre constitutionnel au soir du 1er juillet 2024. C'est bien cela, Nestor Podassi? C'est bien ça, oui. Merci à vous, Nestor Podassi, pour cet échange sur les antennes de For You Média ce matin. C'est toujours un plaisir de venir vers vous, Nestor, quand on a des sujets sur lesquels il nous faut impérativement votre point de vue. C'est toujours un plaisir à chaque fois de pouvoir vous solliciter et qu'en retour, vous répondiez présent. Merci à vous, Nestor Podassi. Merci beaucoup. Excellent journée à vous. Merci également à vous. L'entretien, ou du moins, on va le dire comme ça, l'émission a été relativement courte ce matin. Les contraintes sont bel et bien là. Mais nous restons des vôtres. Nous sommes également des vôtres. Les programmes vont se poursuivre tout au long de cette journée sur les antennes de For You Média. Tout à l'heure, à partir de 9h30, vous aurez droit à votre avis compte. Vous pourrez bien sûr soumettre vos différents avis sur la thématique de ce matin. Vous l'aurez compris. On poursuit en parlant également de ces assises nationales qui sont prévues pour les 14 et 15 octobre prochains du côté du Burkina Faso. Noir sera des vôtres dans un court instant. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain. Il sera bien sûr le jeudi 13 octobre 2022. Portez-vous bien en attendant. Les programmes se poursuivent sur la BR des télévisions, celle qui porte une vision différente sur le monde.